Salut à tous, bienvenue dans Paraculte, dans un nouvel épisode de Paraculte. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Salut, comment ça va toi ? Écoute, ça va très bien. Bon, c'est toujours un petit plaisir quand même de pouvoir enregistrer Paraculte parce qu'on parle de choses qu'on a aimées. C'est d'ailleurs l'axe qu'on a retenu pour ce podcast de pop culture, c'est qu'on parle uniquement de choses qu'on a aimées. On pense que voilà, de passer du temps à parler des choses qu'on n'a pas aimées, c'est pas le plus valorisant, c'est pas le plus utile. Et on a beaucoup de choses qu'on aime, beaucoup trop de choses qu'on aime pour perdre du temps à côté. Donc on va vous parler là aujourd'hui de choses qui nous ont marqué une fois de plus. Moi j'avais voulu parler, Guillaume, de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est pas mon wow effect et c'est pas quelque chose du même ordre que ce que vous avez parlé avec Cassim dans le dernier épisode quand vous avez parlé de Flight Simulator et Half-Life Alyx. Mais je voulais parler d'Heroic Fantasy parce que c'est un des fondements importants du jeu de rôle. Quand on parle jeu de rôle sur table, on parle très très vite Donjons et Dragons. Donc c'est des univers médiévaux fantastiques. Comprenez le Moyen-Âge dans lesquels il y a des altérations avec de la magie, avec des créatures surnaturelles, et ça a bercé évidemment énormément mon adolescence. Et donc je vais vous parler d'une œuvre qui moi m'a beaucoup marqué et qui s'est beaucoup étalée dans le temps. Vous allez comprendre pourquoi. Guillaume, c'est quoi ton rapport au médiéval fantastique, toi de ton côté, ou à la heroic fantasy comme on dit en anglais? Bah écoute, moi j'avais surtout un rapport avec le jeu de rôle sur ordinateur au début, quand j'étais gamin. Donc oui, j'ai eu des Ultima, j'ai eu des jeux de rôle plein en fait en Heroic Fantasy. Et puis, disons, plus tard, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, et puis c'est un petit peu de Moorcock, il y a très longtemps de ça, il faudra peut-être que je m'y remette. Et puis c'est à peu près tout. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'Heroic Fantasy à la télé, je me souviens de Willow par exemple. Mais c'est vrai que j'ai lu assez tardivement Le Seigneur des Anneaux et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres trucs particuliers. En particulier, d'ailleurs, j'ai pas lu ce dont tu vas parler, hein, donc il va falloir que tu me le vendes, vas-y. Ah ben je vais essayer de te le vendre. Donc je vais vous parler je vais pas faire de roulement de tambour plus longtemps que ça, sans autre forme de procès. Je vais vous parler de l'Assassin Royal, qui est une saga de romans d'Heroic Fantasy. Et la raison pour laquelle ça m'a marqué, c'est que c'est la seule fois où j'ai eu le sentiment de lire de l'Heroic Fantasy aussi travaillé, aussi fouillé, avec un univers aussi cohérent et détaillé, mais avec l'envie de tourner les pages, quoi. Je crois que c'est un terme, un page turner, ou je pense qu'il y a des équivalents en français. Mais en gros, quand tu te plonges dedans, ou en tout cas moi ça m'a fait cet effet-là, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était certes à la fois de l'Heroic Fantasy, donc j'étais très emballé, mais que une fois que j'avais commencé, c'était très compliqué d'en sortir parce que la façon dont c'est écrit est encore une fois très riche, très détaillé, mais donne très très envie de continuer à le lire. Contrairement, tu vois, tu cites le Seigneur des Anneaux. J'avoue que moi, le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est une œuvre d'une qualité qui est complètement indéniable, qui est une vraie référence. Mais il y a quand même cette petite barrière quand on est un peu plus jeune, quand on veut s'intéresser à l'Heroic Fantasy, qui fait que je trouve ça compliqué d'y rentrer. Tant mieux si le film a permis à plein de monde de s'intéresser à l'œuvre littéraire qu'est le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve encore une fois que ce sont des barrières à la lecture qui peuvent être compliquées. Alors, l'Assassin Royal, de quoi ça parle et par qui ça a été écrit? On va peut-être même commencer vite fait par l'auteur. Donc c'est Robin Hobb qui l'a écrit, qui est un pseudo, puisqu'en fait l'auteur qui s'appelle Margaret Astrid Lindholm Ogden, désolé si j'ai écorché son nom, qui est une américaine qui habite en Californie, et elle a écrit plusieurs choses sous différents pseudos, dont Megan Lindholm. Donc là c'était pas très compliqué d'arriver à rattacher ça à son nom original, puisque c'était une partie, mais aussi Robin Hobb, et c'est sous ce pseudo de Robin Hobb qu'elle a écrit cette saga. Au début, c'était une trilogie qui est parue entre 95 et 97, donc tu vois, c'est assez moderne. On n'est pas sur les dernières années, mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir apparaître de références dans l'Heroic Fantasy, c'est quelque chose de très moderne, ce qui explique peut-être ce côté bien construit au niveau de la lecture et d'une espèce de facilité et d'une espèce de captation du lecteur, plus que dans les œuvres d'Heroic Fantasy traditionnelles. Et ensuite, il y a eu d'autres trilogies qui ont complété cette saga, notamment entre 2002 et 2004, et même très récemment, entre 2004 et 2017, il y a eu une troisième série de trilogies de livres qui ont été diffusés. Alors, de quoi ça parle, l'Assassin Royal? C'est peut-être là le plus intéressant de notre sujet. Ça se place donc dans un monde d'Heroic Fantasy qui pourrait
tout à fait le nôtre en Europe. Évidemment, la géographie n'est pas la même, mais on n'a pas une prédominance très importante de créatures fantastiques. On n'a pas de créatures de type elfe, nain, etc., qui sont caractéristiques de l'heroic fantasy. Et je me rappelle avoir eu cette discussion avec plusieurs personnes autour de moi qui soulignent le fait que, par exemple, dans Game of Thrones, qui est évidemment une autre saga, à la fois série bien connue et livre d'heroic fantasy, il n'y a pas cette mécanique de magie omniprésente. Il y a certes des éléments surnaturels, mais au départ, on n'est pas entouré de nains, d'elfes, de trolls. On n'a pas un magicien qui se balade. Et c'est un élément qui est hyper intéressant parce que je trouve qu'en termes d'appropriation d'un univers, c'est très très fort. Et en plus, il y a pas d'analogie au racisme. Tu vois très très vite dans l'heroic fantasy. Alors on va pas faire de la politique et de la société au travers de l'heroic fantasy, mais il y a très très vite une place qui tourne autour du racisme entre différentes créatures, les elfes, les nains, les orques ou les gobelins, que sais-je, les autres races de référence de l'heroic fantasy. Et c'est ce que j'aime bien dans ces univers-là, type l'Assassin Royal ou Game of Thrones, c'est que il y a des éléments magiques, il y a des éléments surnaturels, mais ils sont pas centraux et c'est pas basé sur les interactions raciales. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu as déjà en tête des œuvres comme ça d'heroic fantasy où il y a pas trop de place dans des races. En fait, pas vraiment, non, c'est vrai que c'est souvent le cas, hein. Souvent il y a des races et souvent elles interagissent, et donc il y a forcément des différences entre entre la manière dont dont se comportent les uns par rapport aux autres, quoi. Après, que ça soit un message politique ou juste un ressort narratif, ça dépend aussi des trucs, mais oui, c'est vrai, c'est marrant comme ça. Et je connais pas The Witcher d'ailleurs, que tu as forcément joué ou lu. Il faudrait peut-être qu'on en reparle à l'avenir parce que moi j'aimerais beaucoup regarder la série, mais je sais pas si c'est le cas aussi dans The Witcher. Dans The Witcher, le Witcher lui-même en fait est un paria, donc peut-être qu'il y a ce genre de truc aussi. Et puis il y a des elfes. The Witcher c'est même peut-être le pire puisqu'il y a carrément de l'épuration ethnique. Hein. Les elfes se font massacrer. Non, honnêtement The Witcher c'est un des pires de ce côté-là, je pense. D'accord. Alors écoute, dans l'Assassin Royal, on est donc dans un univers médiéval fantastique, mais plus médiéval que fantastique, dans lequel on suit Fitz Chevalerie. En fait, il s'appelle Fitz, F-I-T-Z, mais son vrai nom complet, c'est Fitz Chevalerie, parce que dans cet univers-là, quand on a Fitz quelque chose, c'est qu'on est un bâtard. Puisque c'est un bâtard de la lignée des Loinvoyants, qui sont l'espèce de lignée des rois et des dirigeants du royaume des six duchés, dans lequel se place l'aventure. Et ce bâtard qui est suivi très jeune, dès le début de l'aventure, et qui est recueilli par le roi en activité, le roi subtil. En gros, pour faire simple, c'est le petit-fils du roi actuel, mais il est bâtard et il a été caché un petit peu aux yeux de tout le monde. Et il est récupéré parce que il est abandonné au départ dans son quotidien tel qu'il avait été recueilli. Et il est recueilli après par le roi qui le prend sous son aile. Mais évidemment, il a une place de bâtard, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus un kidam, et donc il a une place dans l'univers du royaume, dans les échanges avec les gouvernants, mais il n'est pas non plus reconnu comme un gouvernant, il n'est pas un héritier, et donc il y a cette espèce d'ambivalence dans le personnage qui est très intéressante à suivre. Et très rapidement, je spoil pas plus loin que ça, parce que d'une part c'est dans le titre, et d'une autre part ça arrive très très vite, il est sous la supervision d'une personne qui s'occupe des écuries du royaume, et en plus de ça, il est très très vite embarqué par un vieil homme qui se présente comme étant Imbre, donc un personnage aussi très important dans la saga, qui va faire de lui l'assassin du roi, et donc il va lui faire des actes de type assassinat, vol, espionnage, etc. Mais évidemment en ayant cette activité un petit peu cachée de ce qui peut être comme activité menée par le royaume. L'univers est très très cohérent. Il va arriver beaucoup de choses à Fitz, qui est le personnage principal qu'on va suivre dans toute cette saga, des choses qui sont vraiment de l'ordre du surnaturel beaucoup plus loin, mais au début on a des interactions très humaines, et c'est réellement captivant, je trouve, dès le début.
On a deux éléments importants qui vont arriver derrière dans la suite des ouvrages. On a la magie qui va arriver, mais là aussi de manière très très subtile et de manière assez originale. C'est des choses qu'on n'a pas forcément vues dans les Heroic Fantasy en matière de traitement de la magie. Il y a l'art qui est une pratique magique assez puissante, mais assez réservée à l'élite, qui est plutôt bien vue, et une magie qui est très mal vue, qui est celle du vif, qui permet d'interagir notamment avec les animaux de manière privilégiée, et qui est très mal vue de la part du royaume. Et il s'avère, on va le voir un petit peu plus loin, que Fitz va avoir des prédominances sur ces deux aspects de la magie, ce qui est assez rare, et ce qui va là aussi surenchérir cette espèce d'ambivalence. Donc il y aura beaucoup de complots, beaucoup d'aventures, d'explorations, beaucoup de relations humaines au travers des membres de la cour, beaucoup d'histoires liées à la famille, qui est à la fois la famille dirigeante du royaume, mais aussi évidemment la famille de Fitz. Et ça en fait une œuvre qui est assez complète, très cohérente, qui peut se dévorer comme se consommer dans la durée. Il y a eu beaucoup d'autres œuvres dont je vais pas parler là, parce que d'une part, je les ai pas lues et qu'elles sont assez annexes et qu'elles peuvent même se suffire à elles-mêmes. Mais donc, ce qui résume un petit peu la saga de l'Assassin Royal, où on suit Fitz Chevalerie et ses aventures. Est-ce que je t'ai suffisamment donné envie d'aller jeter un coup d'œil, Guillaume ? Bah oui, pourquoi pas. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait faire un excellent jeu vidéo aussi, puisque d'après ce que j'ai compris, comme il a des missions, il y a une forme aventure de la semaine, où tu sais, peut-être qu'il y a un petit côté feuilletonnant comme ça, non ? Ça pourrait tout à fait laisser place à ça. Après, il faudrait voir quelle serait la plus-value par rapport à un Assassin's Creed. Alors si, peut-être le fait que ce soit du médiéval fantastique et de la magie. Ben oui, ça pourrait tout à fait faire penser à ce genre de choses. Et juste la seule différence, c'est effectivement l'univers, comme je te le dis, là c'est du médiéval fantastique. Ultime chose peut-être qu'on peut dire par rapport à cette œuvre, c'est qu'elle a été adaptée en bande dessinée, que je n'ai absolument pas lue, mais si vous êtes plutôt fan de bande dessinée et que vous n'avez pas envie de vous plonger dans les romans qui, bien que se lisant très 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 bien, parce que très bien écrit et très bien traduit en français, peut-être que vous allez quand même passer beaucoup de temps à le lire, vous allez peut-être préférer la bande dessinée, je vous laisse aller regarder ce qui est disponible et ce qui retiendra plus votre attention. Moi j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté avec le traitement graphique des personnages dans la bande dessinée. Ça fait vraiment BD franco-belge et je suis moins emballé par le traité graphique. Alors que l'écriture mérite vraiment d'être suivie parce que c'est très bien écrit et très bien traduit, comme je te le disais. Et c'est sur combien de tomes, ça en est parti pour combien, à peu près ? Alors, il y en a une dizaine, si je dis pas de bêtises, il y en a 9, et il y a 3 cycles, en fait, de 3 livres. Alors, est-ce qu'il y en a 9 ou 12, je sais plus, selon les éditions, mais en gros, tu peux t'attendre à avoir une dizaine de livres, si tu veux tout lire. Je suis en train de regarder, là, en même temps, il y a effectivement plusieurs cycles. Et ça dépend des tomes. Il y a le premier cycle, le deuxième cycle qui vont jusqu'au tome 13, et ensuite, il y a... voilà, c'est super compliqué de détailler tous les tomes. Vous irez regarder sur la page Wikipédia. C'est assez tortueux. En fait, moi, je vous recommande surtout d'aller jeter un coup d'œil sur le tout premier livre qui s'appelle L'apprenti assassin, de la saga de l'Assassin Royal. Et après, vous allez pouvoir déjà dérouler le livre et voir tout ce que vous allez avoir envie de consulter derrière. Mais vous avez déjà 9 tomes, en tout cas, à minima, sur la saga complète. Et ça t'a inspiré, toi, du coup, hein ? Mais écoute, je pense que c'est un truc qui pourrait qui pourrait aussi bien être adapté en série, par exemple, que The Witcher ou un truc comme ça. Ça paraît très, très adéquat. Ah oui, tout à fait. Je pense que les déclinaisons qu'on pourrait imaginer sur le sujet sont nombreuses. Il était question, d'ailleurs, je crois, qu'il y ait les droits qui soient récupérés pour une série. Ça pourrait tout à fait laisser place à ça. Ça, c'est clair. Donc, je rentre pas dans le détail, comme je te disais, mais il y a eu d'autres cycles qui ont été écrits entre 2 cycles de l'Assassin Royal par le même auteur, dont Les Aventuriers de la Mer, qui notamment permettent de suivre un personnage qui est un personnage de l'Assassin Royal, un personnage secondaire qu'on voit comme personnage principal d'autres sagas. Mais vraiment, encore une fois, je rentre pas dans les détails parce que je les ai pas lus et que je pourrais dire beaucoup de bêtises. Je préfère vous recommander là à ce stade uniquement l'Assassin Royal. De ton côté, Guillaume, toi, ça t'avait inspiré sur le couvent des damnés. Tu y voyais des parallèles?
Oui, pas vraiment, enfin si, dans une certaine mesure, puisque c'est des trucs qui se passent au Moyen-Âge aussi, enfin voilà, il y a un petit médiéval et un petit peu fantastique, puisque bon, moi je vais vous parler d'un manga de Takeyoshi Minoru, qui s'appelle Le Couvent des Damnés, donc ou Hengoku no Schweister en version originale, en japonais, ou presque en japonais, hein, puisque la moitié est en allemand, hein, parce que Schweister ça veut dire sœur, et Hengoku c'est limbe, donc ce serait la sœur des limbes. Donc les limbes qui, dans la tradition catholique, c'est l'endroit où vont les âmes des enfants morts sans baptême. Donc ils n'ont pas péché eux-mêmes, hein, mais évidemment ils n'ont pas droit au paradis parce que péché originel. Donc un entre-deux un petit peu, ni paradis ni enfer, dans lequel sont condamnés à errer des enfants qui portent un péché qui n'est pas le leur. Et finalement, ben ouais, c'est le destin d'Ella, l'héroïne du couvent des damnés, qui est une série de mangas en 6 tomes, publiée chez Glénat. Alors ça se passe au XVIe siècle, dans le Saint-Empire romain germanique, ou Saint-Empire romain de la nation teutonique. Alors perso, je suis assez nul en histoire médiévale. Donc la nôtre, déjà, c'est pas tellement mon truc. Alors c'est vrai que celle du bloc Allemagne-Europe de l'Est, Europe centrale. Moi c'est pareil, ça m'est assez étranger comme ça, spontanément. Ouais, donc du coup j'ai dû regarder un petit peu quand même. C'est la partie nord de l'Empire carolingien qui a donné le Saint-Empire romain germanique. Alors c'était un sacré truc en fait, l'Empire carolingien. Ça regroupait la France, sauf le Finistère, parce qu'il y avait Astérix, hein, je suppose. La Corse, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, des morceaux d'Autriche, de Pologne. Enfin bon voilà, c'est un truc bien fat hein, qui a duré jusqu'en 924. Et bon, de cet empire démembré, il y aura le royaume d'Italie, l'empire germanique, machin, donc, et en très gros, nous, hein, enfin, ce qui deviendra la France, excepté la Provence, des morceaux de Bourgogne, enfin bon, voilà. 1000 ans d'histoire, voilà, le trône de fer en vrai, hein, pour, si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est vraiment passé, il y a de quoi faire. Mais bon, bref. Ce qui s'est passé à l'Est, moi, c'est pas du tout clair dans mon esprit. Hein. Donc le manga se passe dans une médiévalité qui est un petit peu exotique, en fait, pour moi. J'ai l'impression pour les Français en général, en tout cas. Et cela dit, là-bas comme ailleurs, hein, les femmes qui semblent avoir un petit peu trop, enfin tu vois, qui semblent en savoir un petit peu trop, ou qui la ramènent un petit peu trop, sont mal vues. Donc les guérisseuses sont suspectes, hein, on est content de les trouver quand on a une fièvre, mais on en a peur. Et quand l'inquisition arrive, ben, on les dénonce sans se faire prier. Et là, par contre, bon, c'est pas une sorcière, hein, c'est juste une petite fille un peu différente, elle est calme, elle est intelligente. Elle est très très intelligente en fait, hein, tellement qu'elle est née troublante, et elle inquiète en fait, elle perturbe, parce qu'elle est différente, elle perturbe. Donc elle semble habitée par quelque chose d'anormal, tu vois, aux yeux des autres. Et donc quand elle réussit à tuer les rats qui allaient manger son frère mort de la famine, ben oui, c'est la fête, hein, on est en 1342 ou 1542, je sais plus, sur les bords du Rhin, enfin tous les cas. On est vraiment, voilà, c'est pas une époque très très riante, donc les parents prennent peur, on est en 1542, et les parents prennent peur, donc ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a foutu, comment elle a réussi à faire ça, c'est incroyable, à tel point que sous la pression sociale et même sous leur peur un petit peu religieuse comme ça, ils finissent par s'en débarrasser de leur petite, ils la vendent, oui parce que voilà, autant qu'on se débarrasser, autant que ça nous fasse un petit peu de pognon, et déjà... Et il a réussi. C'est le bon coin de l'époque. Ouais, il y avait un bon coin de l'époque pour les enfants, c'était la bon vieux temps. Donc voilà, enfin en tout cas, elle a réussi à se faire la belle, hein, et elle est recueillie quand même par Angelica. Alors parce que comme elle est intelligente, bon, et voilà, elle a réussi quand même à s'enfuir. Et elle est recueillie par une sage-femme. Angelica, c'est une guérisseuse, une sage-femme. Bon voilà, en gros, elle aide les gens un petit peu avec des plantes, des trucs comme ça. Et elle subit beaucoup de médisance, hein, parce que voilà, elle a un savoir que les autres n'ont pas, comme toujours, quoi. Et donc, elle devient la mère adoptive d'Ella, qui grandit à ses côtés, hein, voilà, qui devient une pré-ado, quoi, à peu près, une ado, une pré-ado. Et à un moment donné, l'Inquisition arrive, donc dans le village, le bled, en fait, qui est le bled d'à côté, le bled de ses parents, en vrai, hein, puisque bon, c'était l'époque. Et donc, l'Inquisition va finir par faire une enquête sur elle, sur Angelica, sur la mère adoptive d'Ella. Et évidemment, hein, quand l'Inquisition arrive, où sont les sorcières? C'est là-bas, bah voilà, donc elle est dénoncée, elle est finalement exécutée. Et là, c'est donc, elle est 2 fois quelque part, elle était 2 fois abandonnée, quoi, et elle va être recueillie par le Claustrum. Donc elle va être recueillie par le Claustrum et emmenée dans un couvent, le couvent du partage des eaux, pour y être rectifiée. Voilà, donc rectifiée entre guillemets, hein, donc si elles sont irréprochables pendant 3 ans, les filles de sorcières seront rachetées des péchés de leur mère, et pourront avoir une place confortable dans le Claustrum. Alors le Claustrum, c'est une organisation religieuse qui est fictive, à ma connaissance, il me semble que ça a jamais existé, mais bon voilà, c'est un truc très puissant. Ça m'évoque rien, effectivement. Non, moi non plus, mais bon voilà, je pense que c'est complètement fictif. Et donc c'est censé être une organisation religieuse très puissante qui dirige le pays, et à travers la religion, donc à tous les croyants de l'Empire. Et à sa tête, il y a une mère supérieure implacable, mystérieuse et assez sexy, qui s'appelle Edelgard.
Donc elle tient Edelgard pour responsable de la mort de sa mère. Or, la meilleure recrue du couvent, elle sera distinguée après ces 3 années de noviciat, hein, elle aura l'honneur de recevoir sa récompense de la mère supérieure Edelgard elle-même. Et donc pour Ella, c'est l'unique chance qu'elle pourra jamais espérer avoir dans sa vie de s'approcher d'Edelgard, de s'approcher de celle qu'elle hait par-dessus tout, et qui va devenir sa seule raison de vivre, sa seule raison d'avancer. Donc elle va aller au partage des eaux, elle va tout supporter, les brimades, les tortures, elle sera exemplaire 3 années durant, elle écrasera toutes celles qui lui feront obstacle, elle se tiendra devant Edelgard, elle la poignardera, et elle finira sa vie comme ça. Donc sa détermination, elle est indestructible, c'est un tank qui avance au ralenti, c'est vrai, mais si t'es sur son chemin et que tu t'écartes pas, elle va t'aplatir, centimètre par centimètre, des orteils aux cheveux, et après elle continuera sa route sans se retourner, pépère. Elle est comme ça, elle là, tu vois, voilà. Donc au couvent, alors évidemment au couvent elle va rencontrer d'autres novices, des nouvelles, des anciennes, et elle choisira de coopérer, tout en étant parfaitement consciente des risques, des forces et des faiblesses de chacune, mais elle aura pas le choix, parce que y a quelque chose qu'elle avait pas prévu, les sœurs du couvent en fait sont pas seulement endoctrinées via les enseignements, la Bible, tout ce que tu veux, non en fait il y a quelque chose d'autre qui les influence, qui les emprisonne, et qui les empêche en réalité, de voir la réalité. Elles sont comme droguées. Donc en plus je vais pas en dire trop évidemment, mais voilà, donc en plus de la surveillance permanente, des punitions, des travaux pénibles, et là elle va vite comprendre qu'en fait elle doit se méfier même de la nourriture qu'on lui donne, et en réalité elle est même pas la première à s'en rendre compte. Il y a d'autres sœurs avant elle qui ont tenté de résister. Donc on va suivre le quotidien en mode survivaliste évidemment d'un petit groupe de jeunes filles au couvent. Et en fait, ça peut faire penser à Promised Neverland. Donc, je sais pas si vous avez lu, si ça dit quelque chose. Promised Neverland, c'est un manga, une série de mangas extrêmement populaire en France, et qui donc décrit le quotidien dans un orphelinat très particulier. Bon, je vais pas en plus vous spoiler Promised Neverland, mais donc voilà, c'est le quotidien dans un orphelinat où en fait, évidemment, les choses sont pas telles qu'on imagine qu'elles sont, pas telles qu'elles paraissent être, et donc il y a un mode survie, un mode jeu comme ça pour essayer d'échapper à la surveillance, et il y a un petit peu ça, clairement, dans le couvent des damnés. Sauf que là, c'est vrai qu'on est presque un poil au-dessus, parce que il faut vraiment se méfier de tout, et il faut vraiment qu'elles réussissent à survivre, mais vraiment en faisant leur bouffe, en chassant, c'est vraiment assez marrant, c'est très flippant, c'est haletant, et ça s'arrête pas là en plus, parce que l'auteur, puisque en fait Takeyoshi Minoru est une femme, je vais pas, ça m'avait pas, quand j'avais lu le nom, effectivement, ça m'avait pas frappé, mais je l'ai appris en préparant le podcast en fait. C'est vrai que spontanément ça vient pas à l'esprit, mais d'ailleurs c'est un parallèle qu'on peut faire avec Robin Hobb, on peut pas penser spontanément que c'est une femme, là on est en train de mettre en avant les œuvres de 2 femmes, donc c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai vu Takashi Minoru. Alors Minoru, effectivement, ça aurait pu me... Mais c'était pas évident pour moi, que c'était un prénom féminin, bref. Donc l'auteur va aussi explorer les plans du claustrum, parce qu'on va suivre l'expansion en fait de cet ordre religieux qui... pourquoi donc semble rechercher une certaine vierge de fer. On aura aussi des points de vue extérieurs, donc le point de vue d'ailleurs du Vatican, les points de vue des notables de certaines villes, donc on va un petit peu comme ça alterner les points de vue, on n'est pas toujours dans le couvent des damnés, dans le couvent du partage des eaux. Et donc le scénario est très riche, il s'ouvre progressivement, il tient en haleine jusqu'à la fin, et ça finit vraiment, parce que la série est en 6 tomes, alors... Perso, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il y en ait 10 ou 12, mais ça fait aussi plaisir d'avoir une intrigue qui se tient, qui se perd pas, qui se délaye pas. Tu vois, c'est vrai que c'est assez simple dans les mangas. Les mangas, c'est publié tant que ça marche plus, en fait. Donc, souvent, on a des histoires, on a des arcs sur arcs sur arcs sur arcs. Ça peut être sympa, mais ça aussi, c'est des avantages, je dirais. Donc là, au moins, on est focus. Le manga se termine, et voilà, il est bien foutu. Bon. Après, c'est pas du tout un documentaire, mais il y a des éléments un peu fantastiques même dedans, mais c'est tout de même très bien documenté, c'est très crédible, le dessin est excellent, c'est vraiment magnifique, c'est détaillé, les personnages sont très expressifs, tout est très beau, les décors sont magnifiques, les bâtiments sont très fidèles d'ailleurs à l'architecture de l'époque, comme le reste, les vêtements, les situations, le vocabulaire, tout ça, ça montre un gros travail de recherche historique. Et le manga attire l'attention aussi évidemment sur le sort des femmes à l'époque, sur les massacres qu'ont représenté les chasses aux sorcières. Et donc il y a vraiment beaucoup de bons trucs dans ce manga, et évidemment on s'attache au perso, et là est une héroïne formidable.
même si je l'ai décrit comme un perso assez simple en réalité, un tank. En réalité, bon, bah évidemment, le manga présente plein de personnages qui sont attachants et complexes, y compris chez les méchants, et en particulier Edelgard elle-même, en fait, hein, parce que vous y attendiez sans doute, mais son objectif, les moyens qu'elle se donne de les atteindre, pose question sur la religion, sur la nature du pouvoir. Donc, Ella s'humanise aussi petit à petit, et finalement, les méchants, bon ben voilà, ils ont leurs objectifs, les moyens d'y parvenir sont, tu vois, sont discutables, mais finalement, ça pose des questions intéressantes. Et bon, honnêtement, pour une première série publiée, bah, c'est vraiment remarquable, je trouve. Donc, parce que alors, le Couvent des Damnés, c'est pas une nouveauté du tout, hein. Il a été prépublié au Japon à partir de 2015, et il est édité par Glénat, qui a complété la série en 2018. Bah, depuis, je dois dire que je guette parfois à nouveau, enfin, qu'est-ce que l'auteur fait de nouveau. Et en fait, il n'y a toujours rien. Il y a toujours rien en France de Takeyoshi Minoru. Au Japon, pourtant, elle a débuté une nouvelle série qui s'appelle Battleground Workers, qui compte déjà 4 tomes quand même en japonais. Et alors bon, c'est marrant parce que Battleground Workers, c'est l'histoire d'un jeune garçon, cette fois, qui est chômeur, un peu frustré, qui devient pilote de robots géants. Alors, la platitude extraordinaire de ce pitch me rend vraiment curieux. Comment la mangaka du Couvent des Damnés va traiter le style tranche de vie science-fiction mecha qui a été déjà vu mille et une fois, quoi, tu vois, donc... sachant que c'est aussi un seinen. On a d'un côté une originalité dingue et de l'autre côté quelque chose de extrêmement classique. Donc carrément. Je veux dire, ok, un jeune garçon devient pilote de méca. Ok, bon. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment elle va traiter ça. Alors bon, c'est un seinen, donc le couvent des Damnés, c'est un seinen, c'est très violent. Attention, c'est pas un truc pour les gamins du tout. Hein, c'est un manga plutôt pour adultes. Et je suis très curieux de voir ce que donnera Battleground Workers. Donc je lance un appel solennel aux éditeurs de manga français, Glénat ou autre, hein, bien sûr, c'est à quand une édition française? Mais oui, s'il vous plaît. Parce que j'ai rien trouvé. Pas projet, rien. Alors je sais pas si j'ai raté quelque chose, je sais pas du tout s'il y a un projet en tout cas de publier Battleground Workers. Évidemment, il me reste toujours la solution détournée, on va dire, parce qu'il y a toujours des solutions détournées pour lire des mangas qui sont... j'ai nommé les fansubs, hein. Et bon, je suis à rien, en fait, d'essayer de commencer au moins le volume 1 en fansub pour voir un petit peu ce que c'est, enfin, en tout cas, d'essayer de le trouver et de voir, je sais même pas s'il y est, mais bon, je suppose qu'il y est. Et bon, voilà, donc si ça vous a donné envie, si vous avez envie, effectivement, de lire le Couvent des Damnés, c'est assez facile, ça se trouve même dans les bibliothèques, parce que moi je l'ai lu à la bibliothèque, tout simplement, les 6 tomes, sinon ça se trouve assez facilement sur internet, hein, les 6 tomes, en plus comme ça c'est pas, cette fois-ci c'est 7 € le tome, donc c'est pas non plus une fortune, donc ça aussi c'est pas mal, parce que quand vous vous lancez dans Détective Conan, ça peut vous coûter très cher. C'est vrai. Donc là c'est vraiment un avantage, et puis après si vous utilisez les fansubs, s'il vous plaît, jouez le jeu, quoi, c'est-à-dire, Battleground Workers, si jamais ça existe un fansub, ok, je peux le lire, mais si ça ressort en français, achetez les vrais tomes, quoi, pour soutenir. Fansub, est-ce que tu peux nous éclairer, en gros, de ce que j'en comprends, parce que je connaissais pas le terme. Le principe, c'est que c'est les fans qui, de version non officielle, font une traduction. Oui, je dis fansub, mais c'est une grosse connerie, c'est fantrad. C'est en fait... fansub, c'est les séries qui sont sous-titrées par des fans. Je confonds, effectivement, mais c'est le même... Oui, évidemment, c'est la même idée, mais c'est... Oui, en fait, il existe plein de plateformes où tu peux... avoir donc des scans de mangas qui sont pas sortis en France et qui donc peuvent être traduits par des fans. Ça existe. Bon, je veux dire, c'est le secret de Polichinelle, hein, vraiment là je révèle rien. Donc c'est bon, quand les séries ne sont pas, disons, publiées en France, évidemment ça fait pas vraiment de tort à quiconque si vous achetez, lorsque c'est publié en France, les tomes évidemment qui sortent. Après, moi je préférais que ça sorte en français directement, donc je vais attendre encore, je pense. Patience. Écoute, top. Alors, je vois des points communs quand même dans ce dont on a parlé. Il y a 2 univers médiévaux, dans un cas médiéval fantastique et l'autre médiévalo-historique, mais évidemment, c'est pas 100% historique. La base est plus historique, en tout cas, que l'Assassin Royal. Les 2 sagas sont écrites par des femmes, donc ça, c'est intéressant de le souligner aussi. Et c'est intéressant de voir que ce sont des approches de l'heroic fantasy qui ne se basent pas justement sur un côté surnaturel qui nous est placardé au visage dès le départ avec des hobbits, des trolls, des nains, et de la magie omniprésente, mais par des visions exotiques de l'histoire médiévale qu'on a pu connaître. Dans un cas, c'est inspiré de ce qui a pu se
passer un petit peu plus loin de chez nous, en tout cas pour nous les Français. Et dans l'autre cas, c'est totalement imaginaire. Donc, je pense que vous avez des approches possibles de l'Heroic Fantasy que vous aviez pas forcément, dont vous aviez pas forcément connaissance. Si jamais vous découvrez ces œuvres, surtout dites-le nous. Si jamais vous les connaissiez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Pour ça, c'est simple. Vous allez sur paraculte.fr et on vous invite aussi d'ailleurs à déposer des avis sur Apple Podcast ou un peu partout. Vous pouvez déposer des avis sur Paraculte. Il y a Gilou par exemple qui l'a fait. Il a mis 5 étoiles en disant j'aime beaucoup ce podcast. Les sujets sont variés. Les deux Guillaume sont au top. Comme les autres intervenants, ce podcast est du même niveau de qualité que Tech Café. Merci beaucoup pour ton avis. C'est en tout cas ce qu'on veut faire avec Paraculte. C'est vous proposer le même niveau de qualité que Tech Café, mais sur de la pop culture et uniquement sur des choses qu'on aime. Guillaume, est-ce que tu penses que tu vas commencer à lire l'Assassin Royal ou tu n'as pas le temps? Est-ce que je t'en ai donné un petit peu envie ou pas? Tu m'as donné envie, mais là le problème c'est que si je me lance dans l'Assassin Royal, j'aurai pas le temps de faire d'autres trucs dont je pourrais parler dans Paraculte. Exactement, t'as raison, bien vu. Écoute, c'est terrible parce qu'on a des recommandations et moi j'aimerais beaucoup passer plus de temps. J'ai encore Beastars et Brand New Animals que tu m'avais vraiment donné envie de regarder et que j'ai toujours pas eu le temps de regarder. Et effectivement, si on veut compléter des nouvelles choses qu'on découvre, on peut même pas se baser sur les recommandations des autres. Donc c'est frustrant pour nous, mais on relèvera le défi pour un nouvel épisode de Paraculte. Merci beaucoup de ta dispo, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tiens, à titre individuel? Mais probablement sur Tech Café, un podcast de tech il est bien. Et effectivement, pour suivre l'actu tech chaque semaine, là il y a eu l'élection de Joe Biden aux États-Unis. On a pu survoler ensemble les implications. On a parlé aussi des nouveaux processeurs là pour les Mac. Allez écouter le dernier épisode de Tech Café. Merci beaucoup de votre fidélité. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.